Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspirer. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Deveau. Salut Pierre. Salut. Alors, tu es formateur, tu es accompagnateur de la performance humaine et mentale, tu es également conseiller technique sportif, plein de termes, mais surtout, ce que j'aimerais savoir, c'est comment toi, tu expliquerais ton métier de façon ludique à un enfant de 5 ans. Ah, à un enfant de 5 ans, mon métier, c'est d'accompagner l'humain pour l'aider à réaliser, ses performances, pour l'aider à réaliser ses projets et quelque part pour, se réaliser lui et être heureux dans ce qu'il fait. Alors, tu es préparateur mental, on appelle ça ce terme aussi Ouais. parmi tant d'autres. Terme que l'on a de plus en plus entendu ces derniers mois, notamment avec l'effet des JO, où ça a pris encore plus d'ampleur. J'ai l'impression que sur ces dernières années, est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti aussi de ton côté? Oui, c'est quelque chose qui prend de l'ampleur. Alors c'est quelque chose qu'on entend déjà depuis très longtemps parce que déjà il y a 20 ans, on se disait: «Tiens, la préparation mentale, c'est en train de prendre de l'ampleur» et puis 20 ans après, on se dit: «Ah bah, c'est encore en train de prendre de l'ampleur». Donc les choses effectivement commencent à s'ancrer, mais quelque part, vu de l'intérieur, ça va doucement, ça va relativement doucement. On sait que c'est important, mais aujourd'hui, ça avance dans le bon sens et puis même au plus haut niveau des instances sportives, il y a des implications, notamment de l'Agence nationale du sport, des fédérations, des gros clubs, des équipes de France qui de plus en plus, mettent dans leur staff des personnes qui sont dédiées à l'accompagnement mental. Et donc la préparation mentale est très présente dans le sport, mais aussi de plus en plus chez les dirigeants et même chez les personnes, on va dire, Ouais. tout type de personnes. Hem, Quelle serait ta définition pour que les gens comprennent et mettent des mots sur ce qu'est la préparation mentale? Qu'est-ce qu'un préparateur mental? Alors, pour moi, je vais faire le distinguo avec différentes spécialités. C'est-à-dire que dans le champ du mental, en fait, aujourd'hui, il y a énormément de monde. Il y a énormément de choses qui font du bien. Et puis, ça passe même du premier niveau de discuter avec un ami, discuter avec sa famille, faire du sport. Tout ça, ça fait du bien au mental. Donc, on peut aussi avoir des activités de yoga, de sophrologie, de différentes choses. Et donc, sur la préparation mentale, ben, on a tout le domaine des outils et des gens qui sont formés aussi pour pouvoir travailler sur des outils. Donc, je citais la sophrologie, mais ça peut être de la respiration. Aujourd'hui, on a les bains froids, on a de la visualisation mentale, on a plein de choses. Ça, pour moi, c'est les outils de la préparation mentale. C'est en gros, je vais quelque part un peu te former à utiliser des outils qui vont te permettre de te faire du bien au niveau mental, voire corporel. Et puis, il y a pour moi les psychologues qui sont dans le domaine aussi du sport, qui peut être sur la psychologie du sport, qui là vont avoir vraiment des spécificités pour aller détecter des choses et puis amener la personne à mieux se connaître, à mieux se trouver. Et puis, il y a aussi le domaine du coaching, ou moi ce que j'appelle aussi le coaching mental. C'est que là, quelque part, on est un peu à la frontière et à la croisée de tout ça. C'est que on va questionner par un système d'écoute et de questionnement, trouver en fait qu'est-ce qui, toi, te fait le plus de bien et quelle serait, toi, ta façon de faire pour que tu te sentes bien mentalement. Donc, tu vois, en donnant un peu un exemple caricatural, c'est que en préparation mentale, je pourrais te dire: «Bah, tiens, souffle et respire de cette méthode-là». Par exemple, en cohérence cardiaque, qui est une respiration qui est très connue, ou respiration carrée. Tiens, on sait que ça a un impact sur le mental. Et puis en coaching mental, c'est que je vais pas te donner la solution, je vais te questionner et puis à force de te questionner, je vais dire: «Bah, tiens, le jour où tu étais bien et tu étais performant, comment tu fais pour respirer?» Et tu vas me dire: «Bah, tiens, en fait, moi, je fais surtout des grandes inspirations et puis des petites». Donc ça sort de la théorie, mais quelque part, par notre relation et le questionnement, par un coaching, c'est toi qui es venu sur cette façon de respirer qui te correspond le mieux. Donc tu vois, on peut avoir différentes façons de faire et donc c'est ça qui est super intéressant et enrichissant et inspirant parce qu'on peut aller chercher dans différentes directions. On va revenir sur tout ton parcours qui a été assez riche. Mais avant, déjà enfant, tu te voyais faire quoi? Et quel a été ton parcours dès ta jeunesse? Et ben moi, dès très jeune, ce que je voulais, c'était travailler dans le sport. Donc ça a été C'est bon, j'ai c'est eu coché. ouais, ça s'était coché très, très rapidement et donc moi, je viens de la région Champagne-Ardenne. Je suis né à Reims et donc j'ai fait mes armes et puis j'ai fait le début de mes études, à Reims et puis je viens d'un tout petit club qui s'appelle, le FJEP Bazancourt. C'est un petit club de kayak sur une toute petite rivière qui s'appelle la Suippe et puis j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont mis au bateau, qui m'ont, appris des valeurs humaines que je transmets encore aujourd'hui et qui m'ont donné le goût de la performance et donc progressivement, je suis allé sur les compétitions, j'ai fait des compétitions et puis je me dis: «Tiens, le sport, le canoë-kayak, c'est sympa» et puis le fait d'être avec les copains, de se dépasser et puis, je me suis dit: «Tiens, si je pouvais en faire mon métier, tiens, il y a des choses qui existent, c'est être prof de sport et puis tiens, est-ce que je pourrais passer un concours, un machin?» Et donc progressivement, en fait,
Je suis allé dans ce cursus-là, pardon, mais c'était déjà très tranché dans ma tête dès tout petit et mes parents m'ont accompagné là-dedans, mes proches m'ont accompagné là-dedans. Donc tu as, eu un parcours de sportif d'abord dans le canoë? Ouais, tout à fait. Ouais, ouais, moi j'ai eu un parcours d'athlète de haut niveau dans les années 2000, donc maintenant ça remonte un petit peu, mais dans les années 2000, ouais, j'étais en équipe de France de kayak, en slalom. Voilà, j'ai fait, 4-5 années d'équipe de France sur des circuits de coupe du monde et puis de championnats internationaux. Et par la suite, tu as rapidement, été de l'autre côté de la barrière, en étant entraîneur d'abord des juniors, je crois? Oui, ouais, tout à fait. Donc moi j'ai passé ce concours de prof de sport, c'est ce que je voulais faire, donc bah, j'ai mis le pied dedans et puis, bah, au fil des missions et puis de l'avancement, je suis très rapidement passé du côté entraîneur et c'est ce que je voulais faire, donc bah, tant mieux. Et donc, j'ai rapidement été détecté pour pouvoir être entraîneur des équipes de France sur les juniors et puis après sur les moins de 23 ans et puis j'étais sur un centre d'entraînement qu'on appelle un pôle France à Nancy, donc j'étais référent entraîneur là-bas et puis après je suis venu à Pau. Donc cumulé sur tout ça, j'étais une dizaine d'années entraîneur des équipes de France en passant des juniors, des moins de 23 ans, des seniors élites en préparation vraiment terminale olympique, mondiale et puis j'ai eu la chance d'avoir des sportives et sportifs, bah, des différents sexes et des différentes embarcations, ce qui a créé vraiment une richesse pour moi et c'est vraiment une chance. Aujourd'hui, j'estime que c'est une chance d'avoir pu entraîner différentes personnes à différentes strates et à différentes, problématiques. Alors le sport de haut niveau, c'est avant tout, le corps, notamment qui parle. À quel moment tu as eu ce cheminement-là de te dire, bah, le mental, ça a aussi son importance, en fait? Et bah, le mental pour moi, il est arrivé dans ma vie quand j'étais athlète. C'est-à-dire que quand j'étais athlète, Heu, au début, c'était facile de performer dans ma région et puis quand je suis passé au niveau national, tiens, c'est tout de suite plus compliqué. Donc j'ai commencé à parfaire au niveau national et puis, bah, au niveau international, c'était encore plus compliqué et puis, bah, là, j'ai eu la chance de rencontrer des psychologues du sport, sur les centres où je m'entraînais, qui m'ont déjà donné une dimension de quelque chose que je connaissais pas. Donc ça m'a amené vers ça, tu vois, ça a incité à chercher dans le mental et puis comment faire pour être bien avec moi-même et puis j'ai vu que ça marchait bien sur moi, sur différentes méthodes. Je me dis: «Bah, tiens, j'y vais» et puis à partir du moment où j'ai commencé à bosser avec des athlètes, je me suis fait superviser par des psychologues en disant: «Bah, tiens, comment je peux faire pour moi, entraîneur sur le terrain, amener cette dimension mentale aux athlètes et comment faire en sorte de toucher plus rapidement leur mental et surtout la notion d'apprentissage. Comment je peux faire pour qu'ils apprennent plus vite? Et pour apprendre plus vite, quelque part, ça passe par le corps et le mental. Donc j'ai été aiguillé, supervisé par des coachs au niveau mental, des psychologues qui m'ont dit, bah tiens, comme ci, comme ça. Et puis bah, progressivement, de là, je suis passé à me former, et puis me reformer, me reformer, puis pratiquer, puis basculer franchement après bah, dans le côté mental et accompagner moi-même dans le mental. Et donc ça, c'était dans les périodes fin année 2000, début 2010, quand tu as été entraîneur? C'est ça. Ouais, moi j'étais entraîneur jusqu'à 2018. Donc, ça a été une continuité entre 2010 et puis aujourd'hui, quoi. Et est-ce que les jeunes, et puis après les seniors que tu as entraînés, étaient prêts à cette facette-là de leur métier, cette approche? Ou est-ce qu'ils étaient, encore un peu, pas méfiants, mais tu vois, plutôt dans la curiosité, sur le parti accompagnement mental? Je dirais alors plutôt dans la curiosité, plutôt ouvert, sachant que, pour moi il y a le mental tel qu'on pourrait le faire, tel que moi je le fais si tu veux en intervenant externe, mais, ce dont je suis convaincu, c'est que la première personne qui va pouvoir travailler au niveau mental, ça va être l'entraîneur. Donc un entraîneur, en fait, je pense que tous les entraîneurs de quel que soit le sport font déjà une sorte de préparation mentale. Quand tu vas faire une séance de sport et puis que ton entraîneur te pousse à te dépasser, quelque part, il y a un processus mental. Donc tu vas te dépasser ou avoir confiance parce qu'il te fait un feedback positif. Ça veut dire que rien que par un savoir-être et puis par une présence, on fait déjà du mental. Donc pour moi, le mental, c'est ça. Et puis, les athlètes étaient plutôt ouverts à justement ces différentes composantes, de pouvoir être questionnés, de pouvoir aller chercher sur eux, d'aller creuser des solutions. Donc le mental, il est présent. Ils sont OK, les athlètes. Et après, c'est savoir s'il y a besoin d'aller plus loin avec quelqu'un de spécialisé. Et justement, alors pour faire le parallèle par rapport aux JO, on entend de plus en plus, des profils comme Antoine Dupont, comme, Léon Marchand justement, où ils expliquaient que, ils ont la performance, mais ils avaient besoin de ce côté mental et de prendre du plaisir.
Et en écoutant les interviews, notamment d'Antoine Dupont, il expliquait beaucoup, c'est revenu beaucoup ce mot-là. J'ai envie de prendre du plaisir, jusqu'à switcher dans le rugby à 7 pour trouver à nouveau du grain à moudre et une envie différente. Ouais. Euh, Est-ce que ça, déjà, tu le détectes généralement sur tout ce type de personnalité de sportif, ou est-ce que c'est propre à certains profils? Alors sur la notion de plaisir, moi je suis toujours assez prudent. C'est-à-dire que la notion de plaisir, elle est souvent liée à des sensations et tout sportif ou sportive va chercher le plaisir et puis se faire plaisir. Donc c'est quelque chose qui est très répandu et comme c'est lié au niveau sensations, pour moi, il y a la vigilance à avoir sur le fait que énormément de sportifs ou sportives qui sont dans les starts sur des grosses compétitions, à ce moment-là, ils se font pas plaisir. Donc dire à un athlète juste avant son départ: «Bon allez, fais-toi plaisir», pour moi, c'est toujours un petit peu sensible parce que peut-être qu'il a le chronomètre à zéro, il va peut-être être champion olympique, mais pour le coup, là, tout de suite se dire: «Ouais, non, mais je vais me faire plaisir», alors qu'il est comme ça, D'accord. c'est compliqué. Par contre, de le travailler en amont, moi, je suis beaucoup plus sensible au côté, quelque part équilibré et heureux. C'est-à-dire que, c'est des termes qu'on a aussi entendus, avec Thomas Samut, qui est le Mmh. préparateur mental de Léon Mmh. Marchand, qui a ce discours-là et sur lequel, bah, je suis vraiment en accord sur le fait d'être heureux et de travailler à l'équilibre global de l'humain. Tu vois, on dépasse même le mental sur l'accompagnement. Comment tu fais pour être équilibré et être heureux? Et si tu es heureux et que tu vis des choses passionnément et à 100, bah, ça veut dire que dans ton start, le jour où bah, effectivement il y a de la pression, si tu mesures la chance que tu as d'être là, de faire un truc exceptionnel, si tu mesures le fait d'être heureux à ce moment-là, là, niveau stress, niveau gestion, il y a beaucoup de curseurs qui sont allégés. Donc tu vois, je suis vigilant sur ce côté plaisir, oui, mais c'est presque un il faut aussi avoir conscience que ça peut être un plaisir, ce qu'on appelle un fun de type 2 pour citer un ami, collègue qui dit: «Bah, ouais, attention, là, ta séance, ça va être un fun de type 2, c'est-à-dire que ton plaisir, tu vas pas le prendre directement. Par contre, derrière, ah ouais, tu vas voir qu'est-ce que c'est bien de t'être dépensé, d'être allé à fond et tout ça». Et je pense que se caler sur ce fun de type 2, ce plaisir, heu, qui est un peu a posteriori, je pense que c'est une source de performance. Mmh. Et se rappeler de l'objectif final et du pourquoi, Ouais. quitte à se sacrifier à court terme. C'est miser plutôt sur la conséquence. C'est-à-dire, il y a les symptômes, le stress ou différentes choses et la conséquence qui va être la performance. Et d'un point de vue mental, c'est important que les athlètes puissent miser vraiment sur qu'est-ce qu'ils ont envie de vivre intensément ou émotionnellement. Ça, c'est vraiment la base et comment tu fais pour être heureux dans ton start, heureux dans ce que tu fais au quotidien. Et la performance, ton objectif, ça sera la conséquence. Mesure déjà et prends conscience de ce que tu veux faire et vivre sur l'eau ou dans ton sport. Après, tu verras. Si ça s'est aligné, a priori, à performance, il y a des chances que ça se fasse plutôt bien, quoi. Et avant de parler d'alignement, comment tu peux accompagner les gens et peut-être donner des tips, des astuces sur détecter ça et prendre ce recul-là pour prendre conscience de l'état actuel de la situation et justement se conditionner, si je puis dire. Et ben là, c'est très vaste encore et c'est tout le temps ce sujet sur l'accompagnement, c'est que ça doit se faire sur le temps. C'est-à-dire qu'un préparateur mental qui dirait, «Bah, tiens, tu vas voir ton problème, on va le résoudre comme ça», pour moi, ça me ferait tiquer. C'est-à-dire que, les transformations se font plutôt sur la durée et bah, pour citer un auteur philosophe que j'aime beaucoup, François Julien, qui a écrit un bouquin, Les transformations silencieuses. Et les transformations silencieuses, je trouve que ça parle bien en termes mental. C'est que on peut avoir des transformations waouh, très rapidement sur certains outils, certaines choses et puis ça n'empêche que pour construire et aider l'humain, on va dire, à se construire pour une performance, il faut du temps. Donc prenons du temps et puis, bah, faisons en sorte que, bah, tiens, on se débriefe d'une compétition, on se débriefe d'un échec, on se débriefe de quelque chose qui allait bien, qui allait moins bien et puis progressivement, on trouve des solutions d'un point de vue mental, peut-être d'un point de vue corporel et tu vois? Les choses se font vraiment, dans la progressivité et je pense que c'est gage d'efficacité aujourd'hui. Je défends plutôt cette idée de slow coaching, on va dire. Il y en a qui parlent de speed coaching en disant: «Bah, tiens, on va faire du coaching tac, 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 tac». Aujourd'hui, de ce que j'expérimente et de ce que je vois sur le terrain, de ce que je constate, le «slow coaching» entre guillemets, de prendre le temps d'écouter l'humain et de le faire travailler sur ses pistes, je pense que c'est beaucoup plus solide dans le temps.
J'imagine que tu as déjà dû avoir, des sportifs qui viennent te voir en disant: «Ben voilà, j'ai une compète dans 3 mois et j'ai besoin de toi». Ou, quand tout le monde arrive à prendre, conscience que c'est du temps long et que c'est un apprentissage, dans la durée? Ouais. Alors, moi, j'ai les 2 cas de figure. C'est qu'il y a des athlètes qui viennent me voir, quelques semaines, quelques mois avant, en se disant: «Bah, tiens, j'ai ce problème-là et j'ai besoin de le travailler». Pour moi, c'est une porte ouverte pour travailler plus longuement derrière. C'est-à-dire que le ce que je pose auprès de cette personne-là, c'est lui dire: «Bah, OK, tu as une thématique, tu viens avec un objectif, on va bosser cet objectif-là. Donc on va ensemble trouver des solutions pour travailler à court terme». Et puis, la plupart du temps, des solutions se trouvent, mais une performance, ça se crée sur du long terme. C'est-à-dire que faire une performance là, a priori, l'athlète va revenir, dire: «Ah ouais, j'ai fait celui-là, mais il me faut un deuxième Everest, un troisième, un quatrième». Donc c'est, on peut jamais savoir quand la personne va venir. Et puis je suis vraiment convaincu aussi que, les personnes qui viennent travailler le mental, c'est qu'à un moment donné, elles sont prêtes à y aller. Je pense pas que ça soit, judicieux de pousser un jeune, de pousser quelqu'un en disant: «Bah, tiens, fais de la préparation mentale». Je pense que même c'est contre-productif et même ça sème des petites graines de mauvaises herbes dans l'esprit des jeunes ou des athlètes en disant: «Bah, tiens, c'est quoi toi, je pense qu'il faudrait que tu travailles un peu la confiance en toi». Tu vas me regarder avec des gros yeux, me dire: «Bah, tiens, je me suis jamais posé la question, mais confiance en moi», mais et puis ça va germer, puis peut-être en fait tu avais 0 problème. Donc pour moi, il y a ce côté-là, de travailler à très court terme et être vigilant aux besoins. Et puis après, bah, j'ai la chance d'avoir des accompagnements de sportifs sur des olympiades complètes ou des entraîneurs sur des olympiades complètes et là, on a vraiment le temps. C'est-à-dire que là, on entre dans la dimension plutôt coaching mental et accompagnement sur le fait qu'on ne va pas seulement travailler des outils, c'est-à-dire qu'on peut travailler une respiration, on peut travailler une visualisation, on peut travailler voilà. Là, l'intérêt de travailler vraiment sur du long terme, c'est qu'on va vraiment cumuler sur l'ensemble des débriefings qui va se passer et l'évolution humaine de la personne. Donc tu vas faire une séance et puis quelque part, bah, tu as bougé ton corps, tu as bougé ton mental, tu es déjà plus tout à fait la même personne. Donc je pars du principe que chaque séance ou chaque jour, presque chaque minute, fait que tu n'es pas la même personne. Donc systématiquement, on va avoir de la matière. Donc à moi de questionner, bon bah alors, qu'est-ce qui s'est passé pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ta séance? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi dans ta compétition? Et à partir de là, il y a des informations et sur ces informations-là, la personne va pouvoir organiser ses idées, parce que des fois c'est un petit peu fouillis, dire: «Bah, ah oui tiens, je me rappelais pas qu'il s'est passé ça dans ma compétition». On met le doigt dessus et à ce moment-là, on trouve une piste de travail et puis on repart. Allez, nouvelle compétition et tu vois ce slow coaching et puis ce temps fait que là, on a de la performance et là, on amène la personne à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à mieux s'accepter, à oser des choses différentes et aussi à mieux, accepter ses processus, on va dire, heu, au niveau global. C'est-à-dire que quand je parle de processus, c'est que des personnes, notamment les athlètes, puis bon, on est un peu tous comme ça, on a des hauts et des bas. Et puis, ce qui arrive très souvent aux athlètes, c'est qu'il y a un bas, souvent situé pendant l'hiver ou pendant, tu vois, qu'il pleut, il fait pas beau. Il y a un bas et la période de doute. Bon, la période de doute, comment tu fais? L'idée de la période de doute, c'est, bah, dans un premier temps, tu la gères, puis tu remontes. Mais quand tu bosses sur le temps, tu peux te dire: «Ah tiens, regarde, cette période de doute, elle revient». Ça veut dire qu'à chaque fois, tu arrives à être performant 2 mois plus tard. Peut-être on peut travailler la confiance là-dessus. Donc accepte cette période de doute et puis progressivement, à force de l'accepter, de la travailler, on va faire en sorte que cette période de doute ou ce down, on va dire, descende moins bas. Donc tu vas quand même continuer à avoir cette phase de descente, mais ça descend moins bas et puis ça va rebondir plus vite, tu vois? Et puis peut-être elle va être plus courte. Donc c'est accepter que ça puisse faire comme ça, le débriefer, trouver des solutions et comme ça, on optimise, si tu veux, ces processus de haut et de bas sur toute une carrière, sur toute une olympiade, une année. Et là, c'est vraiment gage d'efficacité sur le mental, si tu veux, et sur la compréhension de soi. Et c'est aussi accepter que justement ces bains servent l'eau au final et que sans ces bains, tu serais peut-être pas aussi performant, C'est ça, derrière, ouais. c'est ça. Et tu vois, d'un point de vue mental, ça a vraiment du sens. Parce que un sportif, comme tu me donnais l'exemple, un sportif qui vient avant une compétition me dire: «Ah ouais, tiens, ah, j'ai un coup de moins bien et puis je dois aller faire une compétition». Il peut y avoir plein de choses. Mais ça peut être aussi, bah, tiens, il y a un coup de moins bien, mais si tu regardes bien, si on analyse bien les 10 dernières années, toutes les compétitions que tu as fait, à chaque fois, il y a un coup de moins bien. Donc, bah, peut-être juste fais confiance à ton propre processus. T'inquiète pas, à chaque fois qu'il y a moins bien, il y a performance.
Mais ça, par contre, il le voit pas l'athlète. Donc c'est aussi mon rôle d'aller mettre en lumière ces processus efficaces, on va dire. Bah, regarde, en fait, quand ça descend, derrière, tu efficace. Donc c'est quelque chose d'important à garder. Ouais, j'imagine, ils le voient pas et puis ils sont aussi conditionnés, je pense, à la haute performance, haute intensité de façon permanente. C'est Faut ça. faut déconstruire un peu, ce mythe-là aussi pour toi, peut-être? Bah, un athlète, il en veut toujours plus. Donc Il est jamais rassasié. il est jamais rassasié et un athlète, mais quelque part, j'ai un athlète, mais c'est toute personne qui cherche de la performance dans son quotidien. C'est-à-dire que, toi, dans ton travail, tu vas chercher une certaine forme de performance. Il y a tout le monde va chercher une forme de performance quelque part pour être efficace. Donc cette quête de performance, elle est aussi indispensable pour l'athlète de haut niveau. Donc forcément, quand ça va moins bien, c'est pas normal. Donc le boulot à faire, c'est de lui faire comprendre que tiens, c'est normal et c'est aussi quelque chose de nécessaire pour pouvoir performer. Et ça, on l'a très bien en préparation physique, tu vois? En préparation physique, on parle de surcompensation. C'est-à-dire qu'on fatigue l'organisme, on fatigue les muscles pour faire en sorte que, bah, ça descende. Tu es moins performant pendant un cycle de musculation, de force maximale, par exemple. Et puis après, on sait que ça va surcompenser. D'un point de vue mental, c'est beaucoup moins bien accepté. Donc, travailler sur ça et puis d'aider les gens à accepter et de comprendre leur processus, parce qu'il y en a qui vont descendre d'un seul coup, il y en a qui vont descendre par étapes, il y en a qui vont remonter vite, il y en a qui vont remonter par escalier. Bah, une fois que tu sais que tu fonctionnes comme ça, quelque part, c'est pas grave. Ok, je l'accepte et je sais que ça va être comme ça. Donc, si je sais que à chaque compétition, 10 minutes avant mon start, je suis comme ça, ou même dans mon start, je suis comme ça, bah, le fait qu'on ait débriefé 10, 15, 20 fois, on sait que tu vas être comme ça dans tes starts. Donc, juste accepte. Et trouvons les solutions pour faire en sorte que tu sois quand même performant avec ces symptômes-là. Et quelles seraient les clés pour toi sur, même d'un point de vue général, les personnes, on est dans une société, constante de la performance, de l'instantanéité, de toujours vouloir, progresser, en demander plus, de justement accepter de ralentir, de s'accorder du temps, de rien faire, de s'ennuyer même pour, Ouais. laisser place à la créativité, et se réénergiser. Quelles seraient les clés que tu pourrais donner, d'une manière générale? Les clés, pour moi, elles partent, elles sont essentiellement sur l'acceptation de soi, la compréhension de soi et aussi de ses processus, comme je t'en parlais juste avant. C'est de comprendre quelque part comment on fonctionne globalement. Ça aide aussi à relativiser et puis se dire: «Bon, eh, tranquille, je suis pas pressé de remonter trop vite. Je suis pas pressé quand je suis en bas, je suis pas trop pressé». En général, on a tout de suite envie d'aller mieux, on a tout de suite envie que les choses arrivent, sauf qu'il y a des processus naturels qui, de toute façon, on n'a pas le choix. Et comprendre et accepter que, bah, quelque part, bah, il y a ces transformations silencieuses qui se font, et ben, je trouve que c'est important. Donc quelque part, il y a une pédagogie puis, une compréhension à avoir. Et tu vois, un exemple qui pour moi est toujours parlant, c'est que tu te blesses, la cicatrisation, théoriquement, en général, on dit que ça prend à peu près 21 jours. Tu pourras pas beaucoup accélérer le processus. Il va falloir que ta peau, que tes cellules se refassent, que tout ça se refasse. Donc se dire que d'un point de vue mental, il faut absolument que d'un jour à l'autre, allez, motive-toi, hein, vas-y. Vas-y, allez, il faut que tu sois là, allez, tac, et puis se donner un petit peu des ordres. Ça va marcher tu vois, en pansement, si tu veux, mais pas d'un point de vue longueur. Donc c'est vraiment comprendre ça, l'intégrer et quelque part l'incarner. Donc si tu veux, quand j'explique tout ça, j'ai conscience que dans mon explication, ça fait un petit peu blabla, passe-partout qu'on pourrait trouver, comme ça en disant: «Bah tiens, prenez votre temps, faites attention à vous», tout ça. Dans le concept, oui. Maintenant le travail, c'est là où l'intérêt est d'être accompagné par un prépa mental, un coach, un psy, peu importe. C'est que tout ce qu'on peut trouver même sur les réseaux sociaux de ces mots concepts de vie, et ben comment tu fais pour l'intégrer par toi-même et à ta façon? Et c'est là où un professionnel de l'accompagnement a son rôle. C'est bien de voir sur ton réseau social que, OK, prends ton temps et puis Des comptes accepte-toi. mindset, quoi. OK, Ouais. voilà, prends ton temps, accepte-toi. OK, d'accord, bah, je vais le maturer, je vais ouais, peut-être même ça va m'empêcher de dormir. Mais sauf que si je le mets vraiment au travail, il faut que je le questionne. Comment en profondeur je fais pour m'accepter et prendre mon temps? Bah, tiens, en fait, je prends part du questionnement avec un professionnel, je prends mon temps et puis, bah, je comprends que prendre mon temps, bah, des fois, c'est prendre le temps d'écouter ou c'est prendre le temps de parler
ou c'est prendre le temps de vivre en dehors de mon travail, ou c'est prendre le temps d'être présent à l'autre. Et tu vois, il y a pas 2 solutions identiques. Donc le concept qu'on va bien trouver sur son réseau social, il passe partout. Mais clairement, je pense qu'il y a plein de monde qui s'en aperçoivent, c'est pas palpable, Mmh. on peut pas le chercher. Et donc si tu veux, je suis en accord avec toutes ces belles phrases-là. Par contre, si on veut aller chercher la performance, on peut pas s'en contenter. Il faut aller chercher derrière et donc aller questionner même un athlète qui viendrait en disant: «Bah, tiens, moi, pour la performance, bah, j'ai vu sur un réseau qu'il fallait m'accepter, j'ai envie de m'accepter». Ah OK, tu as envie de t'accepter? Travaillons. Et t'accepter pour toi, c'est quel genre d'accepter? Ah, bah, déjà, il faut définir accepter, tu vois? Il y a déjà un truc, Tout à fait. faut aller creuser. Ah, je m'étais pas posé la question. Puis m'accepter, en fait, m'accepter, c'est, corporellement. Ah tiens, et ou m'accepter, c'est humainement. Ou m'accepter, c'est dans mon environnement. Ah OK, qu'est-ce qui doit se passer pour que tu t'acceptes? Et tu vois? On va aller détricoter ça jusqu'à trouver les conditions vraiment pour que tu le fasses. Donc on part d'un truc global, s'accepter, et à la fin on arrive à OK, qu'est-ce qui doit se passer concrètement pour que toi tu t'acceptes? Mais c'est toi qui vas donner les réponses. Ah bah, pour que je m'accepte, ce qu'il faut que je commence à faire, je crois en fait, c'est qu'il faut que je commence à faire du sport. OK, commence à faire du sport. Tu peux le faire? Ouais, je peux le faire. Ou il faut que je reprenne la musique, ou tiens, il faut que j'aille voir mes parents. Il faut que je m'accepte, tu vois? Et la solution, c'est là où est le propre du coaching, c'est que par ce questionnement-là, tu vois, on part d'un concept ou d'un objectif, c'est la personne à la fin qui va se dire: «Mince, mais ouais», tu vois? Prise de conscience, mais ouais, en fait, pour m'accepter, bah, merci, en fait, j'ai pris conscience et confiance peut-être que m'accepter, c'est de cette façon-là. Et ça, tu vois, pour moi, c'est ce qui me passionne dans ce métier-là de coach mental, c'est d'accompagner la personne et puis à la fin de la discussion et à la fin du travail, d'être surpris par la réponse. Et si j'avais voulu lui enseigner ou lui donner la réponse dès le début, c'était pas accessible. Et là, à la fin, elle va me donner une solution. Je vais dire: «Mais génial, ta solution, ben vas-y, fonce, fonce, fais ça et derrière on débrief». Tu vois? Ce qui est intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est que, tu des comptes que tu vois ou les injonctions limites de certains de comment il faut agir, comment il faudrait être, tu en fais des généralités alors qu'on se rend compte en parlant avec toi que la prépa mentale déjà c'est pluridisciplinaire, mais qu'en plus de ça, c'est propre à chacun, ce que tu vas mettre derrière et comment tu actionnes les choses. Oui, c'est ça. Et comment tu actionnes, la notion d'action est vraiment primordiale. Et même je dirais je ferai un petit distinguo, sur les mots, j'aime bien jouer sur les mots, mais il y a être en action ou être en réaction. C'est-à-dire que dans ce process, on garde toujours cet exemple de, heu quelque chose que tu vas voir sur un réseau social qui te dit: «Accepte-toi». OK, comment tu te mets en action par rapport à ça? Ça veut dire que tu planifies quelque chose en disant: «Bah, pour faire ça, pour m'accepter, plan d'action A, plan d'action B, je le fais». Donc ça veut dire que tu prends pas conscience et tu prends pas en compte tout ce qu'il y a dans l'environnement. La réaction, pour moi, ça voudrait dire que tu vois ça sur ton réseau social, accepte-toi. Pour réagir, c'est aussi prendre conscience de ce qui se passe en moi, qui je suis et ce que je fais, pour me dire: «Bah, attends, mais là, Pierre, mais réagis». Tu vois, c'est différent de agir, qui est quelque part un plan d'action de monsieur tout le monde, on va dire, ou madame tout le monde, à réagir, c'est beaucoup plus personnel. «Ah ouais, ouais, non mais là, j'ai fait une analyse, mais ouais, mais là, ça fait 10 jours que je suis dans mon canapé, non mais vas-y Pierrot, réagis là. Là, fais ça, lève-toi, prends ton vélo ou va voir tes potes, va voir ta famille, fais quelque chose. Réagis». Tu vois, la réaction vient à quelque chose qui s'est passé en amont. Donc voilà, je fais un peu ce distinguo là. Et donc justement toi, pour, parler un peu plus de ton métier, de tes spécificités, tu accompagnes, des sportifs dans le canoë-kayak, j'imagine, notamment, qui est ton domaine de prédilection. Est-ce qu'il y a d'autres sports dans lesquels tu accompagnes et surtout, heu, quelles sont les nuances ou les différences, que tu peux voir d'un sport à un autre, avant même de parler de persona, d'un sport à un autre? Alors effectivement, moi je travaille, bah, principalement avec l'équipe de France de canoë-kayak. Je travaille aussi avec d'autres, athlètes et entraîneurs de haut niveau. Ici, on a beaucoup de trailers, par exemple, C'est vrai. sur le côté voilà, sur les Pyrénées, on a beaucoup de gens qui sont sur ces sports-là. Je travaille aussi avec des sports collectifs, sur, du handball ou, même en canoë-kayak, on a du sport collectif qui s'appelle le kayak polo, qui est un sport passionnant aussi. Et Est-ce que la moisson fut bonne?
La moisson est très bonne. aux JO? Ouais. La moisson d'ailleurs est très bonne en tout cas, il y a eu beaucoup de médailles sur le paralympique, parce que c'est aussi une discipline paralympique et sur le slalom et slalom cross, qui est une nouvelle discipline, c'est vrai, border cross, qui à juste titre a été comparé un peu à Mario Kart. Parce que c'est vraiment, Ça ça part comme ça dans le bassin et puis, c'est la battle et donc, notamment à Pau, on a vraiment un site exceptionnel pour s'entraîner. On a parmi les meilleurs athlètes qui s'entraînent ici, dont des médaillés. Et donc moi je travaille sur différents registres. Je travaille des fois avec des athlètes en direct, donc certains athlètes qui ont été médaillés aux Jeux. Je travaille aussi avec des entraîneurs qui entraînent des athlètes et puis je travaille aussi sur des staffs ou des collectifs d'entraîneurs ou d'athlètes. Et la spécificité pour moi, avant de parler de différence, c'est déjà parler du point commun. Le point commun, pour moi, c'est l'humain. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de préparation mentale. Pour moi, préparation mentale, c'est un peu réducteur. C'est surtout comment tu fais pour accompagner l'humain au centre de son projet, au centre de sa performance. Et à partir de là, quand tu parles d'humain, ça veut dire que, il y a plus de notion d'individuel ou de collectif, tu as plus de notion de sexe, tu as plus de notion de discipline, tu as plus de notion de sport. C'est que déjà en un, pour moi, on travaille sur l'humain. Donc travailler sur l'humain, en un, c'est écouter. Écouter un individuel, écouter un collectif, écouter un manager, écouter peu importe. Et quand je dis écouter, c'est être vraiment présent, tu vois? C'est vraiment écoute active. c'est voilà, c'est de l'écoute active. C'est pas juste entendre. On a beaucoup tendance à entendre. Non, là, c'est être présent à l'autre. Écouter, c'est vraiment une compétence à travailler et puis à cultiver. Écouter et puis la personne, l'humain qui est en face de moi, il a des choses à dire. Donc comme il a des choses à dire, il y a des choses dont il a conscience, il y a des choses dont il n'a pas conscience. Donc la plupart du temps, il a conscience de plein de choses. Donc mon boulot, c'est faire le lien aussi avec des informations un peu cachées, qui sont de l'inconscient, et faire remonter tout ça pour qu'il prenne conscience de plein de choses qu'il avait peut-être mis sous le tapis, pas perçues, ou c'était allé trop vite, et faire mousser tout ça pour qu'il ait une masse d'informations qui est beaucoup plus riche et beaucoup mieux rangée. Si tu veux, en gros, c'est, bosser sur une bibliothèque qui est un peu en bazar. C'est un peu le bordel dans ta bibliothèque et puis, le fait qu'on travaille à 2, on va remettre tous tes livres dans le bon ordre et puis à force de remettre tes livres dans le bon ordre, tu vas prendre aussi un peu de distance puis dire: «Ah ouais, je me rappelais pas, mais j'ai une sacrée collection de Tintin, de machin, de voilà». Genre: «Ah ouais, mais en fait ça c'est super bien pour moi. Faut que je le fasse bosser». Donc avant d'aller sur les points de différence, c'est déjà bosser sur ça. Je pense que la performance, l'efficacité vraiment, et je parle sport et entreprise Entreprise ou aussi. autre, c'est bosser déjà sur l'humain, faire en sorte que les gens s'expriment, parlent, s'écoutent, donc se respectent, et progressivement, soit en individuel, soit en collectif, et une vision commune. Une fois que tu as une vision commune et partagée, à partir de là, on peut mettre un plan d'action vraiment efficace. Et déjà, c'est ce côté-là qui est primordial. Donc, ça, c'est le point commun. Et après, les différences, je vais dire, chaque humain étant différent, tout est différent. Donc effectivement, il y a des spécificités entre le sport collectif et puis le sport individuel. Il va y avoir des spécificités entre travailler avec un entraîneur et un athlète. Donc il y a des choses différentes, mais quelque part, moi, j'ai jamais eu deux personnes ou deux collectifs différents. C'est ça que j'adore dans ce boulot, c'est qu'il y aura toujours cette fameuse surprise dont je te parlais tout à l'heure, où à la fin du truc, waouh, c'est ça la solution pour vous? Ah ouais, mais j'aurais jamais pensé ça. C'est génial, et tu vois, se laisser surprendre par ça, c'est top. Et puis, après, je sais pas si tu veux que j'aille dans les différences entre entraîneur, athlète, C'était la question que j'allais te poser parce que justement, tu es sur Ouais, des strates différentes, ouais, que ce soit dans le sport ou même dans l'entreprise, puisque oui. tu accompagnes aussi des entrepreneurs et des dirigeants, entre, la partie, 1 coach, athlète ou, chef d'entreprise et salarié. Donc c'est la question que j'allais te poser, donc vas-y. Et ben, sur l'individuel, si je dois, faire une grosse généralité, j'aime pas ça, mais je vais faire une généralité Après on ira en détail. ouais, on ira dans l'étape. Tu seras plus à l'aise Voilà. comme ça. Donc la généralité, c'est que on est tous humains. Et donc, on a tous plus ou moins des thématiques qui nous viennent à propos de stress, à propos de gestion d'émotions, à propos de communication, à propos de performance, à propos d'autres choses. Donc ça, un manager, un sportif ou autre chose, c'est juste qu'on a le câblage qui est orienté vers un objectif différent. Mais si moi, mon objectif, c'est gagner des Jeux olympiques, ou moi, mon objectif, c'est embaucher 4 salariés d'ici la fin de l'année, j'ai un objectif de performance. Donc j'ai quand même tout un tas de choses à gérer d'un point de vue mental. Et puis, dans ces accompagnements,
avant d'aller dans le détail, je vais vraiment bien dissocier. Pour moi, les différentes casquettes que je vais avoir moi personnellement, c'est que j'ai une casquette de préparateur mental, c'est-à-dire que j'ai des outils pour t'aider dans le mental, sur de la visualisation, de la respiration, voilà, des outils dont on a parlé tout à l'heure. J'ai aussi cette casquette de coach, donc vraiment qui est une discipline vraiment, spécifique, un coach qui est beaucoup plus connu du côté entreprise. On embauche souvent des coachs pour pouvoir aider, un staff ou un dirigeant à aller vers l'efficacité ou la performance, on va dire. Et puis, dans tout ça, pour moi, je mets pas de frontières. C'est-à-dire que dans l'accompagnement, je vais avoir tout ça et puis même je vais encore mettre une casquette, c'est ma casquette de formateur. C'est que si à un moment donné, une personne a besoin d'un contenu un peu, formel sur, de la communication. Tu vois, tu parlais d'écoute active. Bah, tiens, un entraîneur de haut niveau, un manager, bah, on va parler de ces problématiques, puis à un moment donné: «Tiens, mais tu connais, l'écoute active? Tiens, l'écoute active de Thomas Gordon, tout ça, bah, tiens, la réitération, la synchronisation, la tout ça. Ah bah, tiens, on va y aller. Ou peut-être tu as besoin de communication non violente? Ah bah, tiens, on va parler de communication non violente. Et puis tu as besoin de, techniques de coaching, de questionnement, bah, tiens, je vais t'accompagner sur ça. Ou tiens, je pense que travailler sur le MBTI ou sur un outil de connaissance de soi, tu vois? Donc il y a cette casquette formateur qui, pour moi aussi, fait partie d'un accompagnement global, en cassant un peu les codes, de disant: «Attends, moi, je suis prépa mental, Oui, je ne machin». pas être un philo, quoi. Pour moi, il faut être en capacité de répondre à un besoin avec des solutions et ces solutions, elles font partie de ça et aussi de toute l'expérience que j'ai eue, de ces 10 années d'équipe de France, des gens que j'ai rencontrés, des gens qui m'ont inspiré et heu et donc l'idée, c'est de mettre ça à disposition de tout le monde. Donc une fois que j'ai ce postulat-là d'avoir toutes ces casquettes-là, un individuel, un athlète de haut niveau, si je te parle d'athlète de haut niveau, si on prend le premier cas, un athlète de haut niveau, il va être branché performance. Donc lui, c'est ce qui va se passer sur le terrain qui est important. Donc en un, il va être branché sur ça. Donc on va travailler sur tous les gros mots, on va dire, de la préparation mentale, sur la confiance, sur l'estime de soi, sur la visualisation, sur la concentration, sur le focus, sur, l'attention. Comment tu fais pour avoir une attention efficace? Comment, tu fais pour clarifier ton intention? Donc le attention, intention, c'est Je suis sûr que tu allais là-dessus, qui toi était qui aimes bien les importante. Voilà, ça, c'est des choses qui sont vraiment hyper importantes et à creuser. C'est pareil derrière le concept, bah, comment tu fais pour être attentif, toi, et en pleine possession de tout ça? Et est-ce que ton intention est suffisamment forte pour que ton corps s'engage dedans et ton mental s'engage? Donc on a toutes ces choses-là, si tu veux, qui vont faire partie du travail et puis, ça, c'est comme je te disais, c'est les grandes thématiques, mais pour moi, ce qui est plus important même, c'est de travailler sur l'équilibre de l'athlète. Est-ce que tu es équilibré même globalement? C'est-à-dire dans ta vie, est-ce que ta vie pro, est-ce que ta vie perso, est-ce qu'au niveau santé, est-ce que tout ça, c'est OK? Sans être professionnel de chaque domaine, mais mon rôle, c'est de questionner, est-ce que tout ça, ça a une cohérence? Est-ce que c'est équilibré? Et si c'est pas équilibré, et ben, va travailler. C'est-à-dire que, un athlète qui, à un moment donné, est un peu dans une phase descendante et puis, tiens, on ne s'attache que à son sport, tout va bien dans le sport. Puis, en fait, si on a oublié de questionner qu'au niveau scolaire, ben, en fait, au niveau scolaire, là, non, je galère. Ou au niveau perso, tiens, là, j'ai des galères au niveau perso, au niveau familial. Bah, d'un point de vue mental, ça veut dire qu'on passe à côté de tout un pan qui se répercute directement sur nous ou directement sur le sport. Donc moi, mon travail, c'est d'aller questionner globalement comment tu vas, est-ce que tu es équilibré et qu'est-ce qui se passe pour toi, c'est quoi ton actualité, qu'est-ce qui est présent pour toi, si tu veux, aujourd'hui. Et ça, tu peux le faire hein, donc en individuel, on pourra le voir aussi en collectif. Donc, qu'est-ce qui est présent pour toi et d'aller questionner. Et après, on va aller chercher des solutions à la fois dans le mental et dans le corps. Donc il y a tout le temps ce triptyque qui est bien connu, le corps, l'émotionnel et puis le Ouais. mental. Et pour moi, si on casse justement ces codes et puis qu'on écoute tout, on va être dans l'écoute de tout ça et de trouver des solutions pour que tu sois efficace. Donc tiens, quand tu es efficace dans telle gestuelle, quand tu fais cette gestuelle-là, bah, questionnons le processus conscient-inconscient. Consciemment, je sais que je fais ce geste-là, OK. Et puis inconsciemment, tiens, je m'aperçois que quand c'est ça, tiens, j'ai le regard qui perce. Ah OK, tiens, on va le mettre dans ta routine aussi de mentale. Et puis tiens, ah, je m'étais jamais questionné, mais là, j'ai l'impression en fait de me grandir comme s'il y a un fil qui partait de là. Ah, je m'étais jamais posé la question. Ah, c'est comme ça. OK, ben, allons sur le site de pratique, on le bosse, mets-le en place. Et le fait d'avoir fait le lien sur des comportements physiques et des stratégies mentales, on va dire, ou des perceptions mentales, là, on a une efficacité globale.
Et on peut même aller toucher l'émotionnel de, bah, tiens, quand il y a tout ça, qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce qui vibre en toi? Voilà, quand c'est ça, ah, je me sens vraiment vivant. Quand je me sens vivant, vraiment, là, j'ai tout le corps qui fait ça, tout s'aligne. Et donc, si tu veux, pour moi, les stratégies, c'est d'aller travailler vraiment cet ensemble-là, qu'il y ait une cohérence. Plus il y a de cohérence dans l'émergence des solutions, plus tu peux te dire qu'il va y avoir de la performance. Il y a le corps, l'émotion, tiens, c'est marrant, c'est à peu près les mêmes réponses. Et au niveau mental, tiens, c'est marrant parce que c'est à peu près les mêmes réponses. Et donc ça, c'est intéressant. Donc on a toutes ces choses-là, d'un point de vue performance. Et puis, bon, bah, c'est hyper vaste parce que pour moi, ça part aussi d'un besoin. C'est-à-dire que dans un travail d'accompagnement, dans un mode plutôt coaching, un coaching, c'est partir d'un objectif et puis trouver des solutions pour pouvoir aboutir à la résolution de cet objectif ou à l'atteinte de cet objectif. Donc on est dans ce schéma-là, ce qui fait que les athlètes ou même les individuels ou collectifs en général, quand ils viennent travailler, ils viennent me voir déjà avec une demande. Et moi, je les briefe déjà, en disant, mais quelque part, pas de questions, pas de réponse. Je suis pas magicien et je vais pas juste te faire de la préparation mentale en te donnant plein de trucs. Et ça sera pas cohérent si tu veux pas aller dans une direction précise. Donc, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe pour toi aujourd'hui? C'est quoi ton actualité? Qu'est-ce qui est présent? Qu'est-ce que tu as envie qu'il se passe? Ou quelle est la problématique? Mais tu vois, je le transforme vite plutôt en direction à suivre plutôt à camper dans le problème. J'ai ce problème-là, tiens, je manque de régularité. Comme je manque de régularité, qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe pour toi? Ben, moi, j'aimerais être plus solide. Ça, c'est marrant, c'est pas la réponse que j'aurais attendue. J'aurais plutôt imaginé, bah, tiens, je vais être plus régulier. Non, je suis pas régulier. Moi, ce que je veux, c'est être plus solide ou plus confiant ou plus serein. Et à partir de là, on a l'objectif. Comment on fait pour être plus confiant, plus serein, plus lucide ou autre? Et là, on part. Et ça veut dire qu'on casse les codes quelque part des gros mots, on va dire, de la préparation mentale, de confiance, d'estime de soi. Là, la personne vient pour de la régularité et elle, ce qu'elle veut, c'est être solide. Elle ne me parle pas de confiance. Mais tu peux soupçonner qu'une fois qu'on aura trouvé les solutions pour qu'elle soit solide, oui, il y aura confiance, oui, il y aura estime de soi, oui, il y aura tout ça qui va s'aligner. Et c'est là où je te parlais d'écoute, c'est que si on n'écoute pas le besoin et la demande de la personne avec ses propres mots et ses propres métaphores, ses propres signes, on aura quelque chose qui ne sera pas en adéquation avec elle à la fin. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Tu vois, je joue sur les mots, mais dans les approches que j'ai développées et que je pratique, les mots, les signes et même le comportement du corps est très important. Donc ça serait les athlètes, pour encore aller sur différents domaines. OK. Le côté entraîneur maintenant. Entraîneur ou manager, il peut avoir plus ou moins les mêmes problématiques, même lui s'il n'aura pas besoin de faire comme ça ou comme ça, mais il aura besoin surtout de dialoguer. Un entraîneur, lui, un des principaux objectifs que je vois sur le terrain, c'est comment je fais pour communiquer et créer la relation de façon efficace. Donc communication efficace, relation efficace. Et donc là, c'est pareil, on va partir dans plein de domaines. Ça peut passer par sa posture. C'est quoi ta posture de cadre? Est-ce que tu parais tendu, stressé? Est-ce que tu parles vite? Est-ce que tu parles lentement? Est-ce que tu dégages quelque chose? Quel est ton charisme? Tu vois, il peut y avoir tout un tas de choses sur déjà ta posture. Et puis peut-être, bah, il y a des entraîneurs ou des managers qui ont tendance à parler de façon très descendante. Donc ils peuvent paraître blessants ou cassants alors que c'est pas leur intention. Donc c'est juste déjà avoir un miroir. Donc avoir un coach, ça te permet d'avoir un miroir et puis de faire un pas de côté, de dire: «Ah ouais, je suis comme ça». Et en analyse de pratique, je te filme, sur une séance de management, tu es devant tes employés, je te filme, on va débriefer. Tu vas me dire: «Ah, mais c'est vraiment moi ça? Vraiment je suis comme ça?» Et là, c'est super intéressant parce que, bah, oser se mettre un petit peu en difficulté sur ça, c'est un exercice qui est hyper enrichissant. Tu vois? Si vous pouvez le faire, si ça c'est on peut le faire même à soi-même, hein. Tu te filmes Miroir. tu te filmes en train de manager, tu te filmes en train d'entraîner et bah, déjà tu vas avoir un bon feedback et avoir un coach ou quelqu'un sur le bord qui t'aide, c'est hyper intéressant. Donc, il y a cette notion de posture, il y a cette notion de communication, donc on y est un petit peu. Est-ce que tu parles vite? Est-ce que tu parles lentement? Est-ce que tes questions sont ouvertes ou est-ce que tes questions sont fermées? Ça, c'est très, très important et la façon de questionner, pour moi, elle est assez centrale. Questionner, mais déjà à écouter. Donc si je mets les choses dans l'ordre, c'est déjà est-ce que tu sais écouter? Et on a beaucoup
de personnes et attention, je mets bien sans jugement, c'est d'intention positive, parce qu'on est aussi des fois dans le speed et des fois d'intention positive. Je vais t'envoyer plein d'infos et blablabla, je te fais presque un cours, très descendant en disant: «Plus je t'en donne et mieux ça sera et tu vas performer». Sauf que le cerveau, à un moment donné, il va faire le tri. Donc faire un recul sur soi, dire: «Attends, si je parle beaucoup, est-ce que vraiment c'est pour l'aider lui ou est-ce que c'est pour me rassurer moi?» Et là, tu vois, il y a un travail d'accompagnement à faire. Et tu peux avoir ce cas de figure-là avec un entraîneur ou un manager qui va parler énormément. Et puis, en fait, ça va noyer tout le monde. Mais c'était plus pour se rassurer lui, parce qu'il pense que ça va aider tout le monde, plutôt que pour être efficace. Donc, on va travailler sur ça. Bah tiens, si tu ralentis, si tu parles moins, est-ce que là, c'est plus efficace? Et tes questions, au lieu qu'elles soient tranchées, si je te donne un panel de questions ouvertes, teste-les pour voir. Et est-ce que ça marche? Est-ce que ça donne des résultats? Donc tu vois, on en est sur tu vois, c'est ce croisement-là, tu vois? C'est pour ça que pour moi, mettre des cases, c'est compliqué parce que la posture, la communication, l'écoute, tout fait partie de l'humain et donc on est dans ces choses-là. Donc le relationnel, l'humain, la communication, ça c'est le côté manager, entraîneur. Ce côté, relationnel qui va faire la transition sur le collectif, c'est que ça m'arrive régulièrement avec les entraîneurs de travailler sur le relationnel entraîneur-athlète. Parce qu'on a 2 humains différents. Donc forcément, dans la façon de communiquer, bah, c'est différent. Donc à certains moments, il y en a un qui va beaucoup s'exprimer, l'autre moins, beaucoup écouter, l'autre moins. Et puis, bah, tiens, si c'était trop facile, on va balancer un facteur stress là-dedans. Donc si on balance un facteur stress, bah, il y en a qui, stressés, ne communiquent plus, c'est une huître. Comment tu fais avec ça? Et puis d'autres qui vont parler, 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 parler. Comment tu fais avec ça? Et là-dedans, bah, ça peut créer des étincelles. Donc comment tu fais pour réguler ça et pour faire en sorte que les 2 s'accordent sur un mode de communication pour être efficace? Et donc ça a été par exemple, un accompagnement, lors des Jeux de Tokyo, bah, il y a maintenant 3-4 ans, où, je travaillais avec un entraîneur et un athlète. On avait travaillé ça en amont. Comment on fait pour avoir une relation, une communication efficace? Et puis on l'avait symbolisé et puis, bah, on l'avait accordé. C'est-à-dire qu'eux, ils l'avaient symbolisé sous forme de dessin. Bah, tiens, moi pour ma communication efficace, je suis comme un petit oiseau qui ta 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 ta. Et puis, bah, moi, quand je communique efficacement, bah, je suis plutôt comme une harpe légère qui donne des notes de musique, mais très, très précises. Et tu vois, entre un oiseau et une harpe, c'est pas la même chose. C'est symbolique, mais ça donne une tendance. Donc, comment tu fais? Bah, déjà, le fait d'entendre l'autre se dire: «Ah OK, toi, tu es comme une harpe et toi, tu es comme un petit oiseau», je comprends mieux déjà. Je comprends mieux. Et sous stress, je suis plus une harpe, je suis une guitare électrique et sous stress, moi, je suis plus un petit oiseau, je suis un gros rapace. Tu vois, c'est symbolique, mais ça donne une tendance de sous stress et non et c'est quand tu es pas sous stress. Et donc quand tu croises tout ça, bah, tous les 2, comment on co-construit, athlète et entraîneur, comment on co-construit une relation efficace? Ah ben moi, quand je suis harpe, là, si toi tu es rapace, ça marche Ça pas. marche pas. Donc, moi, je veux bien alléger un petit peu, mais il va falloir que toi, tu fasses un effort. Ou tiens, toi, si t'es petit oiseau et puis que là, t'es guitare électrique, ok, moi, il faut que je m'accorde. Donc, l'entraîneur a des solutions concrètes en disant, ah, ok, là, tu vas fonctionner comme ça, c'est pas la peine que je te parle plus. Ou là, il faut que je sois chirurgical dans mes mots. Il faut que je sois plutôt précis et factuel que conceptuel. Il faut que je sois conceptuel quand t'es serein, mais il faut que je sois très précis et très factuel quand t'es stressé. Et inversement. Donc tu vois, cette compréhension de soi, qu'on peut aller par différentes méthodes, dont le MBTI, donc je t'avais parlé, de comprendre sous stress ou autre comment je peux fonctionner et puis bah, aller croiser l'info, ça c'est hyper intéressant. Donc on a ce facteur-là, et puis donc bah, on continue le truc, on a l'individuel, le manager, entraîneur, et puis le collectif. Sur le collectif, tout à l'heure je te parlais de la spécificité de quelque part la vision partagée. Il faut avoir une vision partagée et un projet partagé. Et pour ça, on a les mêmes étapes de compréhension de soi, on va dire, mais ça veut dire qu'on l'a à l'échelle collective. C'est-à-dire que si tu ne sais pas comment ton collègue fonctionne, ça va être plus difficile de travailler avec lui. Donc travailler et puis comprendre que par exemple, il y en a dans des réunions qui vont rester au fond de la salle, qui ne vont pas parler, et si tu leur donnes pas la parole, ils ne vont pas parler. Donc cette personne-là, comment tu fais pour qu'elle soit une valeur ajoutée à ton entreprise? Eh ben, il faut que tu comprennes qu'elle fonctionne comme ça. C'est pas qu'elle est juste introvertie à vouloir rester au fond de sa pièce, c'est juste que
dans son mode de pensée, elle a Ah ouais. besoin de connecter tout Mmh. ça et elle prend des informations en même temps que ça parle. Par contre, elle ne sera pas du genre à balancer ça sur la table. Et puis, tu as d'autres personnes qui ont tendance à monopoliser la parole. Et elles parlent, elles parlent, elles parlent, elles parlent, mais quelque part, ces personnes-là, c'est peut-être parce qu'en parlant, elles construisent leur pensée. Donc, tu as 2 modes de personnalité qui sont différentes. Donc, on retrouve aussi sous ces modèles de Golden MBTI sur l'extraverti et introverti. Et puis, bah, déjà, tu le comprends. Tu peux te dire, bah, cette personne-là, elle agit pas comme l'autre. Donc, si mon collègue, là, il est plutôt en retrait, bah, c'est pas mon style, mais il faut que je donne la parole. Et puis celui qui parle beaucoup, bah, peut-être il faut que je le laisse s'exprimer, mais si je suis manager, il faut que je le temporise aussi, pour laisser la parole à l'autre. Donc tu vois, il y a un jeu aussi à travailler sur les personnalités et mieux se comprendre pour mieux s'entendre et mieux s'écouter. Donc il y a ce travail-là. Après, il y a le fait de travailler sur une vision partagée ou un objectif partagé, bah, vers où on va. C'est-à-dire que souvent, c'est dicté par le manager qui dit, bah, là, moi, je veux une croissance à 4 chiffres pour l'année prochaine. Je pose ça au milieu de la table, on bosse, trouvons des solutions pour y arriver. Ça veut dire que ça vient que du manager. Pourquoi pas? C'est une modalité de travail. Ça veut dire qu'après, il faut s'organiser autour de tout ça. Et puis, des fois, tu as des modalités de travail en disant, bah, nous, on va se mettre tous autour de la table. Le manager a même hauteur que les employés. Et puis, bah, tiens, en intelligence collective, on va travailler sur l'efficacité de notre collectif. Donc, on va travailler sur notre entreprise performante. Et quelque part, c'est l'objectif de départ. C'est l'état désiré en coaching qu'on appelle ça. Donc, l'état désiré, c'est entreprise performance, entreprise efficace. Comment on fait? Donc là, moi, je vais arriver et puis bah, je vais mettre des situations en place pour faire en sorte que chacun puisse parler à la même hauteur, parce que ça, c'est un des facteurs essentiels pour un manager. Une des choses, si tu veux que ton entreprise puisse avoir quelque part une sérénité, une écologie au milieu de tout le monde, c'est que tout le monde puisse se sentir libre de s'exprimer. Donc, il faut créer ce climat-là. Donc moi, c'est mon rôle de créer ce climat-là et puis d'avoir une parole libre et à temps égal pour tout le monde. Libérer la parole, que tout le monde s'exprime des fois sur des choses très puissantes ou très perso ou très, très fortes. Et puis une fois que tout le monde a parlé, de trouver l'objectif, les points communs. Et puis, s'il y a 10 personnes autour de la table, et ben de mettre les 10 personnes à réfléchir sur, bah tiens, toi, efficacité, ça correspondra à quoi? Bah moi, efficacité, ça passe par le fait de déjà, tous les matins, se voir au café. OK. Puis moi, tiens, efficacité, ça passe par le fait de rendre tous les bilans vraiment à l'heure. Puis tiens, moi, efficacité, c'est plutôt faire des comptes rendus systématiques. Et tu vas faire effet un peu popcorn. Intelligence collective, ça mousse, ça fait popcorn. Et puis bah là, tu as une masse d'informations qu'on a travaillé. Et puis dans tout ça, on a la vision collective, on sait où on va. On va tirer toutes ces pépites de toutes les personnes qui sont là pour en tirer un plan d'action. Donc de tous ces popcorns, on va dire, de toutes ces pépites, ok les gars, là maintenant on est 10, manager compris, c'est quoi le plan d'action? Comment on réagit ou comment on agit pour performer? Et là, il faut quelque chose de très très clair pour pouvoir après suivre d'étape en étape, ce qui est le cas aussi pour tous les accompagnements individuels ou collectifs. Le plan d'action est quelque chose de nécessaire pour pouvoir avancer. Sans plan d'action, ça veut dire qu'on a fait une séance de coaching dans le vent, on va dire, parce qu'on part sans rien. Et là, comme je te disais tout au début, tu sais, de pouvoir débriefer régulièrement, c'est là où on va construire. Et donc avec une équipe, elle sort avec des pistes concrètes. Ok, on y va, sous combien? Sous un mois, ok, sous un mois, on se revoit. Un mois après, on se revoit. Bon alors les gars, vous en êtes où? Ah bah il y a eu un frein, tiens, il s'est passé ça, là ça a été positif. Et à partir de là, on reprend cette matière et on la retravaille jusqu'à temps que ça puisse avancer. C'est intéressant. Tout ça, je t'ai pas coupé parce qu'il y a beaucoup de questions qui viennent. Le plan d'action, ça me fait passer une analogie que j'avais entendue une fois, tu me diras si tu seras d'accord. C'est comme, il donnait l'exemple, c'est comme si je sais que je veux aller d'un point A à un point B, que je prends ma voiture, que j'y vais, mais que par contre, j'ai pas de tableau de bord. Je sais Ouais, pas à quelle vitesse je vais, je sais pas si je dois accélérer ou ralentir et je ne sais pas, si j'ai de l'essence et si tout va bien. En fait, c'est à peu près ça, concrètement. c'est ça, avec même moi j'aime bien un concept qui est d'aller travailler sur l'inévitabilité de la performance. Alors tout un concept, pareil, mais l'inévitabilité de la performance, c'est quoi? C'est que en travaillant, comme tu dis, sans forcément avoir le plan de route et tout ça, de se dire quand même, il n'y a pas de plan de route, par contre, on est très confiant sur le fait qu'il n'y ait pas de plan de route.
Donc il y a un plan de route, on sait qu'on va être performant, ça va y arriver, mais peut-être qu'on va prendre aussi la voie parallèle, l'itinéraire bis parce qu'il y a eu des travaux inhabituels et puis peut-être qu'il y a encore une autre solution qu'on ne connaît pas. Mais le fait de savoir tout ça, quelque part, la réussite, elle est inévitable. Dans tous les cas, on va arriver au point B. Et tu vois, dès qu'on est dans ce processus-là et de compréhension de ce processus-là, si tu incarnes le fait que, OK, c'est inévitable, ça va réussir, bah, tu bien qu'en termes de performance, en termes de confiance en soi, rien que la confiance en soi, Conditionnement complètement différent. c'est ça. Donc c'est tu vois, on part dans des choses qui, pour moi, sont très importantes et qui m'inspirent beaucoup, c'est le côté un peu philosophique. C'est-à-dire que l'inévitabilité de la performance ou le côté, tu vois, il y a d'autres concepts, le côté indéformable, indestructible, tu vois, il y a des choses qui sont, qu'on peut récupérer d'un concept et qu'on va aussi emmener dans une équipe ou dans une personnalité. Tu as parlé de 2 choses, tout à l'heure. Tu parlais de la performance de l'individu, de son côté pro, son côté perso et cetera. J'aime bien l'image du tabouret, de la vie, que tu as déjà dû entendre aussi, avec, ses différents pieds, en se disant: ben si le pro va bien, c'est cool, mais si le perso, va pas bien, tu mal. Ouais, Si le côté famille, va bien, ça va, mais si le quatrième pan, ton toi intérieur, va pas bien, ben en gros, sur tes 4 pieds, tu en as 2 qui foirent et tu c'est ça. termineras jamais. Oui, Tu un équilibre sur 3, ça peut tenir, mais 2, ça tient pas. Et j'aime bien cette analogie-là que tu as interprétée d'une différentes façons, de se dire: «Mais en fait, c'est un ensemble». C'est hyper important de penser à cet ensemble-là et à cet équilibre constant. oui et dans les accompagnements, alors moi j'aime bien plaisanter aussi et tu vois, je plaisante souvent sur ce sujet-là en disant: «Bah, il y a un grand philosophe qui a dit: "Tout est une histoire d'équilibre"». Et en plaisantant un petit peu parce que c'est Tony Estanguet, qu'on connaît tous maintenant, triple champion olympique et puis bon maintenant qu'on connaît, voilà largement, qui a écrit son livre à l'issue de sa 3e médaille olympique et qui l'a intitulé «Tout est une histoire d'équilibre». Et en plus de travailler avec des kayakistes et ben, c'est parlant et effectivement lui il témoigne dans son livre de cette notion d'équilibre qu'il y a et l'équilibre il est partout. Ça peut être un équilibre familial, perso, pro, ça peut être un équilibre, alimentaire, ça peut être un équilibre mental, ça peut être, tu vois? L'équilibre en fait quelque part il est un peu partout et on le retrouve en termes même de neurosciences. C'est quelque chose dans le corps aussi qui est très connu en termes d'homéostasie. On parle d'homéostasie sur l'équilibre général qu'il peut y avoir dans le corps et donc ça, c'est un terme qui vient du médical, mais l'équilibre mental pour moi, c'est primordial. Donc l'idée est aussi d'aller chercher cette homéostasie humaine dans un équilibre global. Tu faisais le parallèle tout à l'heure avec la bibliothèque, on a bien compris que tu parlais du cerveau. Heu et tu as aussi, autre chose, dont tu as parlé, c'est la relation corps, cœur, esprit et surtout cette notion et cette volonté, cette quête, si je puis dire, d'alignement entre les 3 et que l'un sans l'autre, beh, ça déraille, ça fonctionne pas. Ou, justement, si on n'est pas aligné, on n'est pas vrai déjà avec soi. Donc c'est difficile de l'être, avec l'extérieur. Oui, cette notion d'alignement, elle est, elle est centrale. Alors je dis centrale parce que finalement, il y a plein de trucs qui sont, qu'on pourrait mettre au centre, donc c'est un peu biaisé. Donc mais cet équilibre et cet alignement, en tout cas, c'est quelque part, c'est aussi métaphorique et heu, les métaphores pour moi, c'est très important dans le travail avec les personnes parce qu'en faisant une métaphore, on sait que ça branche tout de suite le cerveau, le corps. Donc parler en termes de métaphore, ça marche bien. Quand on parle d'alignement, on parle d'une métaphore. Qu'est-ce que l'alignement? Et l'alignement, bah, est-ce que c'est, corps, cœur, cerveau? Et est-ce que c'est un alignement dans ce sens-là? Ou est-ce que c'est un alignement dans ce sens-là? Tu vois? Et puis, même à un moment donné, l'alignement, en le questionnant, est-ce qu'il est vraiment que comme ça? Est-ce qu'un alignement, c'est pas horizontal? Et dans certains accompagnements, j'ai déjà eu. C'est-à-dire qu'on peut parler alignement, puis c'est souvent on dit: «Bah, tiens, alors est-ce que tu es bien aligné avec toi-même?» Jusqu'au jour où en fait, il y a quelqu'un qui a un flash en disant: «Mais en fait, maintenant que j'y pense, mon alignement, en fait, il est comme ça et mes entraîneurs, ils m'ont toujours parlé d'être aligné comme ça et dans ma posture, dans mon corporel, dans ma façon de faire tous les jours, bah, j'ai toujours cherché à être comme ça. En fait, moi, je suis pas aligné comme ça, je suis aligné comme ça, à l'horizontale». C'est symbolique, mais pour le coup, tu vois, ce jour-là, la personne, ça vraiment, ça fait un flash et
et d'autant plus que cette personne, bah, c'était moi. Donc tu vois, je peux facilement en parler et donc moi je l'ai vécu, je l'ai vécu comme ça et je l'ai vécu après je l'ai vu sur d'autres personnes et en fait, pour moi, ça a une cohérence dans un sens ou dans un autre. Donc je trouve que c'est bien de parler d'alignement, mais comme depuis le début, tu vois, je reste un peu sur les mêmes lignes, hein, mais il y a le mot concept, mais qu'est-ce que tu mets derrière? Comment tu te l'appropries? Être aligné, OK. Est-ce que tu es aligné avec toi-même? Oui. Est-ce que je suis aligné dans la tête, dans le cerveau, sur les épaules, sur les jambes, sur les pieds? C'est quoi ton alignement, en fait? Et puis si c'est un alignement en travers, bah, tu sais quoi? Tu es équilibré dans un parfait déséquilibre et banco, Et c'est OK. tu vois? Et c'est OK et la plupart des personnes, en général, ils sont un peu là-dedans quand même, hein. Faut se dire qu'on est tous plutôt bien équilibrés dans un parfait déséquilibre, quoi. D'où l'importance de bien se connaître et que ce déséquilibre ne fasse pas peur Et de l'accepter. et de l'accepter. Voilà. Et ce facteur acceptation, il est très important à aller travailler. Et comment tu fais pour accepter? Et donc, tu vois, ça a été des sujets qui ont été vraiment importants sur ces Jeux de Paris 2024. Parce que quand tu passes d'un sport relativement confidentiel, ou vraiment dans les grandes échéances de championnat du monde, tu as 3 000 personnes, et là, tu en as 15 000 qui vont être là et puis qui vont crier ton nom. Comment tu fais pour vivre l'événement déjà à fond? Parce que tu te dis depuis des années que ça, tu veux le faire. Et puis, bah, ça serait dommage le jour J de te dire: «Ah bah, en fait, maintenant, j'ai le kilomètre à zéro, je pars». Non, comment tu fais pour le vivre à fond? Bah, pour le vivre à fond, en un, bah, souvent, une solution qui est trouvée par les athlètes, c'est dire: «Bah, il va falloir que j'accepte». Donc j'accepte, bah, là, pour le coup, cet alignement. J'accepte ce qui se passe dans ma tête. Bah, là, ma tête, elle va dans tous les sens. Bah, tu sais quoi? Je l'accepte. Je suis à 3 secondes du start, mais je l'accepte, c'est comme ça, c'est comme ça. Et puis émotionnellement, pouah, ça crépine dans tous les sens. Là, j'ai des émotions, j'en peux plus, quoi. Je suis entre larmes, rigole, je sais plus où je suis, mais peu importe, j'accepte. Et corporellement, j'ai les bras qui font comme ça. Et ça peut paraître dingue, mais un champion olympique, concrètement, dans ses starts, il est potentiellement comme ça. Il n'est pas juste zen en se disant: «Ah, tiens, J'ai répété. c'est un Voilà. monstre de sérénité, c'est un monstre de confiance». Non, un champion olympique, un champion du monde, ou une championne, c'est aussi quelqu'un qui a peur. Mais par contre, à la différence près que cette peur, elle est acceptée et elle est alignée. Donc OK, j'ai peur. Par contre, je vais faire avec cette peur et je me suis entraîné à faire avec cette peur. Ce qui est déjà, en termes de préparation mentale, et vraiment, il y a un boulevard à travailler. Un sportif ou même quelqu'un qui est dans d'autres domaines, la majorité du temps, il va travailler dans des conditions où tout va bien. Tu à l'entraînement, bon, bah, t'as pas trop de pression, c'est bien, tu viens de sortir de chez toi, tac, 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 tu vas faire ton run, tu vas faire ton truc de judo, tu vas faire ton match. Quelque part, t'as pas trop de pression. Mais le jour où tu vas être vraiment avec un enjeu fort, comment tu fais? Bah, si on relativise en se disant: «Bah, le jour J, bah, tu sais quoi? On va miser sur ça. Le jour J, tu seras pas à 100. Comment ça, je vais pas être à 100? Bah, fais une hypothèse que peut-être que le jour J, tu seras qu'à 80 de ce que tu fais là, tout de suite, au quotidien. Ah, bah, si tu es à 80, bah, tu sais quoi? Ton job, ça va être d'être à 79,9 ce jour-là, ou à 80 vraiment max, mais surtout pas à 81. À 81, tu as une chance de flancher. Mais comme les athlètes sont compétiteurs, beaucoup n'acceptent pas qu'ils sont à 80 de leur max pour ces différents facteurs de fébrilité mentale ou de symptômes, on va dire juste de symptômes, et ils veulent en faire trop. Et quand ils en font trop, bah, c'est là où il y a une erreur, il y a un truc qui Ouais, foire et parce que tu veux te compenser, du coup. tu veux compenser, tu fais des choses que tu ne sais pas faire. Et donc, cette fameuse théorie de dire il faut faire 110, pour moi, c'est pas cohérent. C'est apprends plutôt à élever ton niveau à l'entraînement pour faire en sorte que tu sois plus fort en course. Donc, à l'entraînement, tu es à 100, en course, tu es à 80, bah, monte tes curseurs pour faire en sorte que ce 80 d'entraînement de course, il soit plus haut et ton 100 d'entraînement, il soit plus haut. Donc, bosse dans des situations complexes. C'est là où tu seras le plus efficace en compétition. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je voulais rebondir sur un sujet et tu as donné l'exemple, justement, d'accepter ça, d'avoir cette préparation mentale et de s'être, conditionné et de ne pas avoir ces interférences qui viennent justement te bloquer et en même temps, tu as eu le contre-exemple, qui a été évoqué et bah, du coup, ils en ont parlé aussi, sur la deuxième semaine, sur la partie athlétisme, en disant: ben nous, en fait, on n'a pas réussi parce que il y avait 80 000 personnes
il y avait une attente de dingue Ouais, et en fait, au lieu de que ce soit galvanisant, beh, ça nous a bloqués. oui, oui, ça c'est quelque chose Tu as eu qui vraiment sur, les 2 semaines, cet exemple et ce contre-exemple, lors de ces JO? et c'est même général sur des gros événements qui vont se faire en France. D'où l'importance aussi de l'identifier avec le prépa mental ou le coach d'équipe, parce que c'est des choses qui, à l'heure actuelle, on est dans le débriefing justement des Jeux olympiques et donc bah, c'est des choses qu'on entend aussi. Certains athlètes ou entraîneurs ou staff se disent: «Bah, là, on avait bien anticipé le fait que, ça va être très spécifique, très particulier» et puis d'autres le savaient, mais n'avaient pas mesuré que ça puisse être aussi gros que ça. Donc le fait de pouvoir l'anticiper et de trouver des solutions pour déjà l'intégrer, c'est déjà un premier gage de performance. Et tu sais, des fois, ça tient à pas grand-chose. C'est déjà juste avoir une discussion avec une personne en se disant: «Mais tu sais que peut-être que ce qui va se passer, ça va être encore plus fort ou plus haut que ce que tu as imaginé. Peut-être qu'en fait, dès ton premier run ou dès ton premier truc, tu vas être premier. Et ça t'est jamais arrivé. Dès les qualifications, tu es 1er ou dès les premières compétitions, il va y avoir 10 000 personnes. Tu as jamais vécu ça. Et si on se projette, bah, quelle solution tu pourrais mettre en place pour gérer mentalement, émotionnellement, corporellement? Et donc là, tu vois, on va retrouver aussi ces 3 endroits sur lesquels, pour moi, il est important de discuter. Donc c'est des choses, par exemple, qu'on a fait avec mes athlètes et mes entraîneurs, en disant: «Bah, on évoque le sujet. Bon, bah, tu sais qu'il va y avoir 15 000 personnes». «Ouais, ouais, ouais, je sais». «OK. Comment tu fais quand il va y avoir énormément de bruit? Parce que là, tu entendras rien». «Ah oui, j'avais pas perçu qu'il allait y avoir ça». «Et comment tu vas faire quand tu vas être sur le start et que tu vas aller voir les 15 000 personnes? Parce que tu as pas l'habitude de ça». «Ah ouais, bon, bah, là, si c'est ça, je vais trouver un moment pour m'isoler à cet endroit-là, ou justement quand je sais qu'il y a les gens, plutôt que de les esquiver du regard, tu sais quoi? Moi, ce que je vais faire, c'est vraiment je vais rentrer dedans. Je vais rentrer dedans du regard parce que ça va me permettre d'accepter et au moins je vais le prendre et une fois que je les ai bien vus, c'est OK». Et donc tu vois, tu retrouves encore ce système de la solution elle est personnelle et tu vas voir que ça va évoluer. Et justement, tu parlais des débriefings que vous faites en ce moment, par rapport aux JO. J'imagine que c'est une aide précieuse et un vrai, instrument aussi pour la suite? Ouais, 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 tout à fait. Là, on est en plein dedans sur, sur les débriefings. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un tas de débriefings. Parce qu'un débriefing, ça peut durer très longtemps et puis ça peut être à différents étages entre les athlètes, les entraîneurs. Et puis là, tu vois, ça se fait même d'un point de vue national par l'ANS, l'Agence nationale du sport. Donc au niveau, vraiment ministériel et puis vraiment des institutions. Et c'est vraiment intéressant le travail qu'ils ont fourni là pour la préparation des Jeux, parce qu'il y a vraiment ce suivi, à la fois qui a été fait sur, les entraîneurs, sur les athlètes. Il y a des dispositifs d'accompagnement même sur le mental qui ont été faits et et il y a aussi même ce côté débriefing qui est en train d'être mené, donc par l'Agence nationale du sport et à l'intérieur des fédérations, où là, ils sont en recherche de quelque part, trouver, en résumé les compétences clés qui sont nécessaires à la performance. Donc, qu'est-ce que tu as su faire d'efficace? Qu'est-ce qui est important pour performer? Qu'est-ce qui t'a permis, bah, des fois de passer un cap? Ou qu'est-ce qui s'est passé et puis à un moment donné ça a switché, ça a passé un cap? Et d'un autre côté, bah, capitaliser sur l'efficace et capitaliser aussi sur, bah, tiens, les étrangers, s'ils ont été devant nous ou si nous on fait mieux que eux, quels sont leurs comportements ou quelles sont leurs compétences clés que nous on n'a pas? Et tu vois, les questions vont très larges. Ça va à la fois sur, l'équipement technique, matériel, sur les datas. Aujourd'hui, on est dans la recherche de data, c'est hyper important. Donc notre rôle, en tout cas d'accompagnateur coach à ce moment-là, donc là, c'est plutôt la casquette coach, écoute et questionnement, c'est de, bah, aider encore cette fameuse bibliothèque à se réorganiser, à se dire: «Ah ouais, mais maintenant que tu me poses la question, quand je vois les Australiens qui font ça, ils sont tout le temps en train de prendre des datas sur ça. Je pense que sur le start, eux, je pense qu'ils ont une longueur d'avance sur nous. Mais en même temps, quand je regarde tout le monde, je vois que nous, en termes de nombre de confrontations qu'on a fait et puis de prise d'informations sur le matériel, développement, technologique, là, nous, on est en avance sur la data et sur le matériel. Et tu vois, nous, notre rôle de coach accompagnateur, c'est de récolter toutes ces informations-là, d'en faire un compte rendu et puis, bah, de le fournir comme quelque part, bah, déjà une direction et derrière
toutes les fédérations et puis tous les entraîneurs et tous les staffs vont retravailler sur maintenant, on a, quelque part toute cette matière précieuse. Comment on fait pour la retransformer en plan d'action? Donc tu vois, on retrouve ce côté coaching, c'est qu'une information, elle ne sert à rien si elle n'est pas transformée en plan d'action ou de réaction. D'où l'intérêt, dans la prépa mentale, mais aussi d'une manière générale, aussi faire des débriefings, chose qui est Ouais, pas tout le temps ancrée, dans les actions. oui, ça c'est primordial. C'est quelque chose qui, qui je pense est pas suffisamment souligné dans le côté prépa mentale. C'est-à-dire que ce qui est beaucoup répandu sur la préparation mentale, c'est effectivement ces outils, ces fameux outils qui te permettent d'être, mieux en focus, en attention, en concentration, en relâchement, en stress, tout ça. Mais, on parle jamais en fait de l'accompagnement humain sur, bah, tous ces débriefings et comme je disais, tu vois, on en parlait un peu, au début, pour moi c'est indispensable et c'est ça qui fait la richesse et c'est le bilan en tout cas qu'on fait avec les entraîneurs et les athlètes sur lesquels on travaille sur une olympiade et qui, bah, en plus ont performé soit sur les jeux mais aussi sur le circuit international. Parce qu'il y a des athlètes qui n'ont pas fait les jeux mais qui sont très performants au niveau international. Donc tous ces athlètes-là, c'est des athlètes et des staffs qui ont su travailler en symbiose, en croisement et puis avec qui on a énormément, entre guillemets «débriefé». Alors c'est le mot est pas forcément le même, mais quelque part c'est ça, c'est débriefer de ce qui s'est passé d'un point de vue mental, d'un point de vue systémique. Ce qu'on appelle le côté systémique, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, tu sais? C'est savoir tout ce qui se passe dans tous les registres scolaires, perso et tout ça, savoir si tout ça c'est équilibré, si tout ça c'est performant et si on peut débriefer de ça, très rapidement, on voit qu'il y a une porte et la porte, bah, il faut la l'ouvrir, il faut aller voir ce qu'il y a derrière. Ça peut être joli comme pas joli et puis, bah, il faut y aller quoi, hein. Ouais. Il faut y aller, donc si c'est pas joli, il faut y aller et puis, bah, tant mieux. Merci d'avoir ouvert une porte qui est pas jolie, on va pouvoir construire. Autrement, c'est joli et surtout ça, faut pas l'oublier, il faut le remettre en place. On arrive bientôt à la fin de cet épisode et j'aurais aimé parler, d'un sujet avec toi. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié d'en parler sur, l'alignement, corps, cœur, esprit, émotion, esprit et mental. Il y a le podcast avec, Nathan Obadia que vous pouvez retrouver, ici ou là, où on a aussi parlé de ce sujet-là, donc ça fait une boucle parfaite, une continuité, parfaite de ce que tu as dit. Tu as développé aussi une méthode avec, un ami à toi qui est ostéopathe, si je dis pas de bêtises, sur Clear Inside. Est-ce que tu pourrais en parler de cette méthode-là? Ouais, avec plaisir. Je dis avec plaisir parce que moi, c'est ma passion de pouvoir, croiser puis partir Je crois qu'on a dans tous compris. les sens. Donc, Le côté tiroir, le côté voilà, papier, d'aller chercher voilà. et d'aller chercher ce complément d'information et de croisement et donc, bah, effectivement, on a mis à profit le covid, on va dire et notre confinement. Donc, je travaille avec, bah, j'ai la chance de travailler avec un très bon ami à moi qui s'appelle Antoine Stéphan, qui est ostéopathe, donc lui, il est du côté de Saint-Malo. Qu'on fait une bonne diagonale par rapport à Pau. Lui, il travaille aussi, dans l'accompagnement d'équipes professionnelles, d'artistes, de grands navigateurs, de professionnels aussi de la télévision et autres et donc on se connaît notamment grâce au canoë-kayak parce qu'on a fait nos armes ensemble en équipe de France il y a déjà plus de 15 ans et à un moment donné, lui, il a commencé à développer une méthode d'ostéopathie debout qui permet, bah, de travailler au bord d'un terrain, au bord d'un bassin de kayak ou n'importe où et sans forcément en plus, enlever tes habits. Donc ça permet vraiment de travailler sur de l'ostéo dans des conditions qui sont vraiment, intéressantes et ouvertes. Et puis de mon côté, moi j'ai travaillé sur, une approche qui s'appelle le clean coaching, sur lequel je me suis beaucoup formé avec quelqu'un qui m'inspire beaucoup, qui est Richard Ouvrard et qui travaille beaucoup aussi lui avec d'autres équipes, de sport et donc me formant à cette approche de clean coaching, c'est une approche, si tu veux, qui est basée sur du questionnement clean, c'est-à-dire propre, c'est-à-dire que tu ne fais que des questions ouvertes qui amènent progressivement à toucher des processus inconscients et puis, bah, ça va te permettre de modéliser des savoir-faire efficaces sous forme de métaphores. C'est-à-dire que, en te questionnant vraiment de façon ouverte, à un moment donné, tu vas un peu lâcher prise. Et puis, si on questionne ta gestuelle sur un geste de baseball, tu vas dire, ah ouais, ok, mon geste de baseball, c'est comme si c'était un grand ressort qui part de l'épaule, qui va jusqu'à la main. Et quand je me concentre sur ce grand ressort, bah tiens, je me sens confiant et solide sur mes pieds.
blablabla. Donc tu as une émergence de mots-clés et d'images mentales et dans le corps qui te sont très personnels. Donc moi, je vais les réutiliser et puis on va aller dans le sport avec ça. Et puis, de ça, j'ai commencé à le tester sur des personnes qui avaient des douleurs. Ayant plusieurs amis et puis de la famille, sur Pau qui est ostéo et kiné, bah, ils m'envoyaient des gens en préparation mentale et puis tiens, je testais ça, puis tiens, il y avait plus de douleur ou tiens, là ça s'est atténué, tout ça. Donc j'ai montré ça à Antoine qui il me dit: «Mais tiens, ton truc là, j'ai récupéré des sensations dans un pied, j'avais perdu et puis tiens, j'ai testé ça sur des patients, il y a des choses à faire». Donc bah, là, on s'est mis, en mode résidence d'artiste, comme il aime bien appeler ça, parce qu'il est musicien aussi. Et puis, bah, on a travaillé là-dessus. Puis, bah, sur nos vacances, on a fait venir des gens, lui, de son cabinet, qui avaient vraiment des douleurs chroniques sur de la fibromyalgie, de l'algodystrophie, même des choses sur des acouphènes ou autre chose. Et puis, bah, on a travaillé vraiment quelque part à quatre mains ou à deux mains sur le corps, plus moi à la parole. Et puis, lui était sur le corps, debout, en travaillant en ostéo. Et puis, ben, en fait, il sentait qu'il y avait des choses qui se passaient au fur et à mesure que la personne, bah, donnait ses réponses via moi, mon questionnement. Donc on n'est pas tout à fait dans quelque chose, alors on est proche de l'hypnose, mais on n'y est pas totalement. C'est-à-dire que la personne, elle va jongler un petit peu entre le conscient et l'inconscient. Donc des fois, elle va lâcher prise, ce qui fait que le corps va lâcher aussi. Puis des fois, elle va reprendre conscience de quelque chose. Bah, peut-être que justement le corps va lâcher prise ailleurs. Et le fait de travailler debout va nous permettre de travailler aussi dans un espace illimité. C'est-à-dire que tu pourrais imaginer que tu vas chez ton kiné et ton ostéo, la plupart du temps, bah, tu vas travailler sur la table. Bon, bah, c'est efficace parce que les professionnels sont très bons. Nous, ce qu'on a développé, c'est de dire, bah, tiens, si on travaille debout, si tu travailles là dans le coin face au mur, on prend le pari, et puis même on va même le vérifier, que cet espace-là n'a pas le même effet sur ton cerveau et sur ton corps que si on fait une séance d'ostéo dans ce coin-là ou face à la montagne dehors. Et tu peux facilement imaginer que la personne qui est dans un coin, là ou face à une poubelle, ok. Par contre, si elle se met debout face à une montagne, tu vois, il y a quelque chose qui se passe Mmh. dans le corps. Donc le fait de travailler debout et la faire bouger dans l'espace, donc on a cette combinaison qui s'opère, et donc on est parti vraiment de cette passion et puis de cette recherche. On dit: «Tiens, il y a des choses qui se passent». Donc on en a créé, cette approche, cette méthode sur laquelle on forme des kinés, des ostéos et des médecins. Et puis de ça, bah, en fait, c'est surtout Antoine qui est spécialisé, c'est l'ostéo vraiment, spécialisé là-dedans. Moi, ponctuellement, bah, ça m'a permis heu, d'apprendre des choses sur le médical. Donc je m'en suis beaucoup inspiré. Un modèle au niveau médical qu'on retrouve aussi dans la performance, de comprendre mieux le corps, ce qui est, bah, important sur le sport. Donc moi, ça me donne, si tu veux, aussi cette culture et cette approche globale. Je travaille sur le corps, l'émotion, et tout ça. Mais tiens, le corps, d'un point de vue ostéo, d'un point de vue médical, tiens, ça se justifie. Et grâce à lui, comme lui, c'est un dingue aussi de recherche en neurosciences et puis en justification. Quand tu crées une méthode, l'important aussi, ça va être que ça marche, OK, mais il faut aussi que d'un point de vue scientifique, ça se tienne. Autrement, bah, on n'a pas le même poids. Et donc, bah, lui, il s'est passionné par ça. Donc, on a eu des études qui ont commencé à se monter avec différents stagiaires dans des écoles d'ostéo qui ont pris notre méthode comme référence et il y en a une qui a été majeure de sa promo en ostéo, une autre aussi qui a été très bien notée l'année dernière. Donc qui commence déjà à trouver des justifications dans les textes sur ça. Et puis Antoine, lui, est allé chercher un diplôme universitaire de la douleur. Et maintenant, il est formateur dans les neurosciences de la douleur et puis il fait des conférences à Genève, ailleurs, à différents endroits. Et donc, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui tendent à justifier. Je suis toujours avec des précautions parce que, bah, comme on disait, l'humain est complexe. De dire une méthode ou une chose est forcément la recette magique. Pour moi, je me méfie toujours de ces choses-là. Donc de dire: «On a une approche comme plein d'autres qui marchent, mais par contre la nôtre, elle est vraiment atypique et puis, bah, elle développe certaines choses et bah, tiens, on voit que des questions ouvertes, ça provoque des choses sur le cerveau et on a des écrits là-dessus et puis tiens, le fait de travailler debout, tiens, ça apporte aussi quelque chose parce qu'en termes d'équilibre, de proprioception dans l'espace, tiens, ça apporte quelque chose et puis en termes de peur ou de phobie,
Il y a certaines personnes qui, bah, sont pas à l'aise sur une table. D'autres, de nous, en fait, c'est plus facile. Et puis le fait de travailler aussi avec des images, parce qu'on vient sur des images mentales, tiens, on commence à avoir des écrits sur le fait que les images mentales, tiens, ça a un effet aussi sur le corps. Et puis tout ça, heu, vient se mettre dans des recherches qui sont actuelles, qui, sont sur un nouveau sens qui s'appelle l'interoception. Et l'interoception, si tu veux, c'est le sens, ta capacité à entendre et écouter ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Donc c'est par exemple, la sensation de soif, le fait d'entendre tes battements de ton cœur, c'est les frissons que tu peux avoir. C'est un sens qui est un peu différent du toucher, du kinesthésique ou du visuel, de l'auditif. Donc c'est un sens qui vient quelque part au cœur de cette méthode-là, l'interoception, qui est aussi caractérisée par ce qu'on appelle la cognition incarnée. Cognition incarnée, bah, c'est l'intelligence quelque part du corps. Et donc le fait de, travailler sur mental et corps, voire émotion, bah, là on associe tout. C'est-à-dire qu'on invite le mental à l'intérieur du corps dans une séance d'ostéo. Et le fait d'impliquer la personne dans le mental, et bah, vraiment il y a des choses qui se transforment et qui se débloquent. C'est Donc vrai. là, tu vois, on peut encore en parler pendant c'est vraiment passionnant et ça ouvre encore la perspective de l'humain et ça ouvre aussi, ça pète un petit peu les codes de dire, bah, il y a le mental est vraiment le mental, c'est que le cerveau. Il y a le corps, il y a que le corps. Les émotions, il y a que les émotions. Pour moi, c'est plus complexe que ça. Là, une dernière question pour, parler de toi un peu. Toi qui aimes bien farfouiller partout, qui a une multitude d'expériences sur les différents sujets. Quel est le meilleur conseil que l'on t'ait donné, dans la vie ou que tu aies eu l'opportunité d'avoir, de recevoir? Et si c'est toujours difficile d'en trouver un, est-ce que Et ben moi, j'en aurais au moins 2. ah, bah, allez, je t'accepte. La première chose, c'est, pète-toi la gueule, casse-toi la gueule. C'est-à-dire que, heu, on m'a dit ça, mais vas-y, fais des erreurs, ose faire des erreurs, parce que tu seras plus riche et tu vas trouver des solutions pour pouvoir grandir. Et aujourd'hui, un sportif ou même beaucoup de monde, bah, passe par souvent un blocage par là. C'est que la séance doit être parfaite, la réalisation doit être parfaite, même si je sors d'une grosse semaine fatigué, même si je sors d'un examen, même si je vais tout le temps chercher, même à l'entraînement, et chercher la perfection. Sauf que, bah, non, donc ose te planter, ça serait la première chose. Ose faire l'imparfait, quelque part, je vais prôner le parfaitement imparfait. Et on est tous parfaitement imparfaits, je pense, sans j'espère froisser personne, mais en tout cas, moi j'estime être parfaitement imparfait et je l'assume à fond et je trouve que c'est justement là où est l'exceptionnel. C'est là où, bah, on peut se démarquer des autres en étant parfaitement imparfait et là on crée de la performance. Et puis, le troisième conseil que je vais avoir, c'est pratique, 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 pratique. Il faut avoir de l'expérience dans la vie pour pouvoir, bah, s'inspirer de tout un tas de choses et sans pratique, il n'y a pas d'évolution. Donc pour un professionnel tu vois, là, je m'adresse aux gens qui sortent de formation de prépa mentale ou de coach ou autre, la différence que vous ferez sur le terrain, c'est que vous avez pratiqué. Quelqu'un qui n'a pas de problème n'a pas de n'aura pas de remédiation, à faire et on verra une vraie différence entre quelqu'un qui fait juste une belle théorie et quelqu'un qui est en capacité de le mettre en relief parce qu'il a une vie, parce il a plein de choses, il a des expériences et ça, tu vois, je souligne souvent pour moi, les grandes inspirations que j'ai eues dans ma vie, c'est que, il y a des coachs et des personnes qui m'ont inspiré, mais il y a aussi des personnes âgées, des grands-parents qui m'ont inspiré et c'est des personnes qui ont vécu la guerre, qui ont vécu plein de trucs mais qui ont eu une justesse dans l'écoute, dans les propos et qui, grâce à cette, expérience de vie, bah, sont en capacité de te donner un conseil chirurgical quelque part, où tu te dis: «Non mais là, c'est tu pas fait de formation, t'as pas fait machin, mais tu as eu l'école de la vie». Bah, juste vis en fait. Mon conseil, c'est vis, ose l'imparfait, vas-y à fond, ose te planter et puis, fais de l'expérimentation et tu vas voir que ça va être bien. Et toi qui rencontres des personnes, inspirantes, quelle était ta dernière rencontre inspirante, justement?
Ma dernière rencontre inspirante, ça c'est difficile à dire parce que dans dans mon métier et puis tel que je le Que sur véhicule, les choses. en fait, moi je travaille sur moi pour vivre l'inspiration, heu, au quotidien. C'est-à-dire que quelque part, je vais me chercher un shoot d'inspiration partout et tu vois, là, je le prends là, tout de suite. Grâce à tes questions que tu me renvoies, ça m'inspire par moi-même, par toi, ce que tu me dis, ton parcours, tu vois? Je découvre ce lieu, donc forcément ça m'inspire, donc il y a des choses qui m'inspirent. J'ai des personnes dans le coaching, des Richard Ouvrard, des Isabelle Stouchospé, des Sylvain Curinier, il y a des noms, je peux en citer un paquet, mais il y a aussi tous ces athlètes qui m'ont inspiré et qui m'inspirent et en fait, moi j'estime avoir une chance, inouïe de d'avoir cette capacité à m'inspirer et puis de rencontrer ces gens-là. J'ai vraiment une chance d'être dans ce milieu du haut niveau depuis très jeune et de côtoyer des athlètes et des personnes qui sont, atypiques, on va dire, ou qui ont développé des choses et la semaine dernière, je prenais un sandwich avec une athlète médaillée olympique et on se disait ça, je disais: «Mais regarde, juste là, on prend un sandwich, on se fait notre popote, mais rien que là, savoure». Moi, je savoure le fait que c'est génial. Je suis dans l'inspiration de ce qui se passe et puis je vais discuter, avec un jeune qui commence juste à faire une activité, ça m'inspire. Je vais discuter avec un ancien jeune que j'ai formé sur un diplôme d'entraîneur. Waouh, le parcours que tu as eu, c'est hyper inspirant donc tu vois, il y a pas que l'inspiration, elle est partout. Elle est chez les gens, elle est dans les paysages. Bah, tu vois, ici, on a quand même une région magnifique pour être inspiré. Il y a, voilà, tu vois, moi, tous tes sujets, tu vois, avec, les yeux de la contemplation, on va dire, Ça, tous tes contempler, faire autre chose sujets que chaque vraiment moment, sont inspirants. inspiration, une méthode, un truc, et l'humain, voilà, l'humain et la nature, on va dire, j'ai la chance d'être inspiré jusqu'à la fin de ma vie. Là, j'ai ce qu'il faut, quoi. Merci à toi, cœur de vous, pour Merci cet aussi échange. pour cette invitation. On espère qu'on vous a inspiré pendant cette heure et quart ensemble, et surtout toi. Moi, je n'ai fait que faire le relais et c'était un très beau moment de partage. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur un prochain épisode d'Inspiré qui est disponible sur toutes les plateformes audio, également sur YouTube. Sur cette nouvelle saison, vous pouvez retrouver l'épisode en vidéo. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée. Salut!